Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Jacques-Philippe Roederer. Bonjour Vicky, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de Cisco France, un géant mondial des infrastructures numériques. C'est parti pour un échange sans détour. Votre entreprise est née d'une histoire plutôt romantique. Deux chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis qui cherchaient à faire connecter leurs ordinateurs entre eux. Et c'est comme ça qu'est né le premier routeur. Absolument, et dans une ville romantique qui est San Francisco et qui a d'ailleurs donné le nom de Cisco, la contraction de San Francisco. On vous a longtemps surnommé le plombier d'Internet. Pourquoi ce nom ? Je pense que ça vient justement de cette connexion entre deux ordinateurs et la notion du tuyau qui les reliait. Et depuis 40 ans que Cisco s'est développé, en fait, on a développé des autoroutes numériques sur lesquelles passent des données et qui connectent tout. Des personnes, des objets, des machines. Et cette autoroute, finalement, elle a été sublimée un petit peu par des équipements et des logiciels qui permettent aujourd'hui d'opérer et de faire fonctionner le monde du numérique et l'Internet. Si on débranche Cisco aujourd'hui, qu'est-ce qui change pour notre quotidien ? Est-ce qu'on peut toujours télétravailler ? Est-ce qu'on peut toujours aller retirer de l'argent à la banque ? Sans le savoir, Vicky, à chaque fois que vous prenez votre téléphone, que vous regardez votre compte bancaire, que vous passez un appel en vidéoconférence à un proche ou à un collaborateur, à chaque fois que vous diffusez votre émission sur les ondes, vous allez systématiquement passer sur des infrastructures Cisco. Donc débrancher Cisco, ça veut dire débrancher une grande partie d'Internet. L'intelligence artificielle, elle repose sur des infrastructures très puissantes. C'est une aubaine pour vous, l'intelligence artificielle. Ça vous a remis un peu sur le devant de la scène ? Complètement. D'abord parce que, comme toute entreprise, alors je vais peut-être faire j'ai un parti pris un petit peu provocateur, qui est de dire il y a deux types d'entreprises. D'ici quelques années, il y aura deux types d'entreprises. Celles qui auront adopté l'intelligence artificielle et celles qui ne seront plus là pour en parler. Et pour nous, l'intelligence artificielle, d'une part, c'est un moyen pour d'être plus compétitif et de rester en vie sur ce marché. Deuxièmement, c'est un outil redoutable qu'on insère dans nos solutions pour aider nos clients à opérer et exploiter leur plateforme. Et c'est aussi pour nous une opportunité formidable de business puisqu'on va fournir toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour exploiter pleinement tout le potentiel de l'IA. Au début, l'objectif, c'était vraiment de connecter les ordinateurs, on l'a dit. Maintenant, c'est avant tout de les protéger. C'est devenu une entreprise de cybersécurité ? La cybersécurité est une composante extrêmement importante pour nous. On a vu la cybersécurité, ça a toujours été un sujet très important pour les entreprises, mais avec l'IA, les menaces ont augmenté de manière absolument exponentielle. D'abord parce que la surface d'attaque a augmenté très fortement, et puis ces cybercriminels ont accès à des outils qui leur permettent d'être encore plus redoutables. Parce que vous-même, vous êtes la cible de cyberattaques, des routeurs Cisco, des équipements Cisco sont régulièrement ciblés par des hackers. D'où viennent ces hackers ? Ce sont des États, souvent, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre économique importante. Donc, la Chine, la Russie ? Tous les États ont moyen de faire de potentiellement faire du cyberespionnage. Ensuite, vous avez aussi énormément d'individus qui font de la cybermalveillance et qui cherchent à extorquer éventuellement de l'argent ou des informations. Et puis, il y a aussi, il faut l'admettre, des étudiants qui s'essayent. D'ailleurs, on en voit régulièrement dans la presse des étudiants qui ne croient pas faire de mal, mais finalement qui vont pénétrer des systèmes dans lesquels ils ne devraient jamais être présents. Et c'est vrai que quand on regarde, il peut y avoir des conséquences très importantes. Si vous vous rappelez les JO à Paris l'année dernière, Cisco était partenaire officiel. On défendait notamment, par exemple, la billetterie. Alors vous imaginez une cyberattaque sur la billetterie des Jeux, ça pourrait avoir des conséquences en milliards d'euros. Pour vous, c'est une guerre permanente avec des questions géopolitiques derrière ? C'est permanent. Toute entreprise aujourd'hui doit considérer qu'elle est attaquée d'une manière ou d'une autre. Et vous-même, vous avez des failles ? Le risque zéro n'existe pas. Alors les failles, oui, toute entreprise a une faille. Donc la question, c'est pas tant de savoir si vous avez une faille, la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes en capacité de détecter la menace et est-ce que vous êtes capable de la neutraliser ? C'est ça l'important. Peut-on être une entreprise américaine et garantir la sécurité des données d'entreprises européennes ? Écoutez, nous, on aime penser que oui. La question de la souveraineté est une question qui est vraiment très centrale aujourd'hui et particulièrement dans le contexte que l'on connaît. C'est vrai qu'il y a des années, on valorisait une entreprise à la valeur de la marque et des actifs.
des brevets, du stock, du patrimoine. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dimension qui est celle de la donnée. Une entreprise, la valorisation des entreprises est très axée sur la capacité qu'elle a à garder l'intégrité de ces données. Et donc, il paraît assez légitime que ces entreprises veulent se protéger pas simplement l'intégrité de ces données, mais la manière dont elles sont exploitées et où elles sont hébergées. Et nous, Cisco, notre job, c'est aussi de proposer des solutions à nos clients qui permettent justement d'exploiter et d'héberger ces données de manière totalement souveraine. Mais si le gouvernement américain vous demande d'avoir accès à des données d'une entreprise européenne, vous êtes obligé de les donner ? Alors, le Cloud Act, c'est effectivement force les entreprises à le faire, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on donne des solutions qui permettent à nos clients de travailler en totale autonomie, c'est-à-dire que les données sont vraiment contenues dans un environnement auquel nous n'avons plus accès. Certains de vos produits vont être intégralement codés par l'IA dès 2026. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de développeurs demain, voire plus du tout ? Alors, le plus du tout, je ne pense pas, parce qu'il va falloir toujours exercer un contrôle, définir ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui est certain, c'est que oui, certainement, le métier de développeur est un métier qui va évoluer. Et c'est d'ailleurs tout le sujet qu'on a dans les boîtes de tech et dans toutes les entreprises qui mettent en place de l'IA et qui insèrent de l'IA dans leurs opérations. C'est de savoir se réinventer, développer les compétences et faire en sorte justement qu'on puisse travailler ces outils de manière efficace. On dit que l'Europe passe son temps à réguler alors que les États-Unis innovent en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est vrai que la réglementation, vue d'une société américaine, la réglementation est très compliquée. On le voit dans le domaine de la souveraineté. Pour autant, on voit des champions européens émerger. Je pense notamment, par exemple, à Mistral. Et puis je pense que la bagarre, elle est pas tant au niveau de la technologie, elle est plus au niveau de l'adoption de la technologie. Et donc je pense que de ce point de vue-là, je pense que les entreprises françaises ont démontré par le passé qu'elles sont capables d'être très avant-gardistes dans l'utilisation de ces outils. Est-ce que selon vous, l'Europe décline ? Vous êtes un dirigeant canadien à la tête d'une entreprise américaine en France. Quel est votre point de vue ? Ah non, moi je pense que l'Europe décline pas du tout. Je pense que l'Europe peut-être souffre aujourd'hui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, d'un excès de réglementation et de volonté de contrôler un peu l'incontrôlable, j'ai envie de dire. Mais je pense que tout ça va finir par rentrer dans l'ordre et que l'Europe va retrouver sa place. Et je pense que le contexte d'ailleurs actuel donne justement à l'Europe cette opportunité un petit peu de s'affranchir des dépendances qui auraient pu être créées au fil du temps. L'IA, c'est un gouffre énergétique avec tous les data centers, etc. Absolument. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres. Une baie qu'on installe dans un data center peut consommer jusqu'à 100 mégawatts, ce qui est absolument considérable. Un data center complet, c'est l'équivalent d'une ville d'à peu près 100 000 habitations. Donc, c'est pour un ordre de grandeur. En France, aujourd'hui, ou en Europe plutôt, à l'échelle de 2027, on aura construit 100 data centers IA supplémentaires, ce qui représente une centaine de villes. Donc, d'ici fin 2027... C'est une catastrophe écologique ? Alors, c'est une catastrophe écologique si on ne fait pas ce qu'il faut. Or, nous, on travaille beaucoup, justement dans le domaine de l'innovation et dans le secteur bancaire en particulier. On travaille beaucoup à des solutions de refroidissement, notamment par immersion, qui vont permettre de réduire considérablement l'empreinte thermique et carbone que peuvent avoir les entreprises sur le marché. Et on travaille aussi à des solutions et des composants qui permettent de consommer beaucoup moins d'électricité, notamment des composants à base d'optique. Je vous propose maintenant de parler de vous. Avec plaisir. Dans Parlons Éco, chaque invité apporte un objet qui lui est cher, voire qui a changé sa vie. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous apporter ? C'est un objet en bois. Alors écoutez, oui, c'est une tasse en bois qui a été confectionnée et qui m'a été donnée par un guide qui nous accompagnait sur les expéditions de pêche quand je vivais au Québec. Quels souvenirs d'enfance vous gardez du Québec ? C'était la forêt, la ville, la neige ? Écoutez, je pense que déjà cette tasse aussi me rappelle d'abord mon enfance, mais au Québec, elle me rappelle aussi mon amour de la nature et de la forêt en particulier. Et puis surtout, je pense qu'elle évoque pour moi le chemin parcouru du jeune coureur des bois, du lac Wayagamack dans le fin fond de la Mauricie pour arriver dans les studios de TV5 Monde à Paris. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez jeune ? Alors moi je rêvais d'être vétérinaire. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, mais je pense que le goût du voyage et l'envie de m'émanciper m'ont rapidement conduit à faire une école d'ingénieur qui m'a ouvert les portes. Dans votre famille, on valorisait les longues études ou plutôt le travail manuel ?
Alors, c'était plutôt les longues études, évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change un petit peu, mais à l'époque, oui, c'était les grandes études. D'ailleurs, j'ai fait 7 ans à McGill, donc j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et pourquoi la France? Pour une histoire d'amour, toujours. Une histoire d'amour avec le pays, une histoire d'amour professionnelle, personnelle? C'est une histoire d'amour pour le pays, certainement, mais aussi personnelle. Qui me permet aujourd'hui d'être encore ici, d'être français, d'avoir des enfants français, une femme française et d'être très heureux dans un pays qui est absolument merveilleux. On se sent davantage seul quand on est à la tête d'une entreprise? Non, je ne dirais pas ça. J'ai une équipe vraiment formidable autour de moi et des gens formidables. Ils peuvent vous faire des critiques? Absolument, ça fait partie du management participatif et j'attends de la part des employés, des collaborateurs qu'on me fasse un feedback régulier et comme j'essaie d'en faire à peu tous aussi. Est-ce qu'il y a une décision difficile qui vous a empêché de dormir? Généralement, les décisions difficiles sont des décisions liées à l'humain et non, c'est des décisions qu'on n'a pas envie de prendre. Voilà. Des licenciements Des licenciements, des réorganisations, tout ce qui peut affecter potentiellement l'équilibre d'une entreprise qui est quand même basée avant tout sur des hommes et des femmes. John Chambers, un ancien dirigeant légendaire de Cisco, avait dit lors d'un salon « Aujourd'hui, soit tu bouges, soit demain, on te bouge ». Vous en pensez quoi? C'est un petit peu la caricature de la boîte américaine. Après ça, c'est vrai que dans les boîtes comme la nôtre, il y a une espèce de, j'ai envie de dire, il y a une pression un petit peu naturelle qui s'installe, même s'il y a globalement une bienveillance assez généralisée dans l'entreprise. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a toujours cette petite voix à l'intérieur de chacun d'entre nous qui nous force et nous pousse à être toujours plus performants. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère. Quelques questions tac au tac. Parfait. La leçon que vous auriez aimé apprendre plus tôt? Que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire un outil puissant de management. Vous osez vous montrer vulnérable? Absolument. Qu'est-ce que personne ne vous avait dit sur votre métier? Que diriger, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses, mais de décider quand même et d'oser. Et vous osez? J'ose. La première et la dernière chose que vous faites le matin et le soir? Alors, embrasser ma femme, penser à mes enfants qui sont loin, promener mon chien, dans cet ordre-là le matin et dans l'ordre inverse le soir. France, États-Unis ou Canada? France. Sans hésitation? Oui. Sirop d'érable ou intelligence artificielle? Sirop d'érable. Qu'est-ce que la France devrait piquer au Canada? La légèreté peut-être dans les relations humaines. TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie. Quel est votre mot préféré en français? Calice. C'est un mot québécois, c'est un juron québécois. C'est un juron, c'est une insulte. C'est un juron québécois qui exprime une frustration. Calice. Et vous l'utilisez souvent? Très souvent quand je bricole, notamment, oui. Et les gens ne comprennent pas ici en France? Non, pas du tout. Merci à vous, Jacques-Philippe Roederer, d'avoir été notre invité. Merci Vicky, c'est un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et comme à chaque fois, je vous propose de terminer cette émission par une photo souvenir. Avec grand plaisir.